Et bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier du matin, cette présentation du matin. Pour ceux qui étaient présents hier soir, donc Jean-Eudes avait déjà commencé à évoquer les SCOC et les SIC. Nous avons le plaisir donc d'avoir Jean-Eudes Bernard, le délégué régional de l'URSCOP, qui va, je dirais, faire une présentation pratico-pratique à la fois des SCOC et, vient-il de nous dire, des SCIC. Donc nous sommes ravis de t'entendre, Jean-Eudes, sur ce sujet. On posera des questions, donc tu nous diras, Jean, si tu préfères en cours de route ou si tu préfères à la fin. Voilà, mais a priori, c'est toi qui as la main. Je te laisse la parole. Merci Gis de ton introduction. Merci également de proposer ces événements au cours du mois de novembre. Ça permet effectivement de mettre en évidence à la fois l'ESS dans son ensemble, mais également le mouvement coopératif. Alors bonjour à tous. Coopérare, ça veut dire travailler ensemble. En fait, le mot coopératif a été créé milieu du 19e siècle par un théoricien, Robert Howell. Je ne vais pas vous faire trop de philosophie ou trop de théorie, mais c'est important également de revenir à l'origine. Travailler ensemble, effectivement, c'est le cœur même des coopératives. Le mouvement, depuis plus d'un siècle, s'est fortement développé. Il a pris son essor avec des coopératives agricoles, avec des coopératives bancaires, mais également avec des coopératives de salariés, qu'on appelle les SCOP, ou également, plus récemment, par les SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif. On verra que le multisociétariat est au cœur de ce mouvement et dans un cadre et dans un intérêt d'utilité sociale. Donc, mon propos sera de revenir rapidement sur qu'est-ce que c'est le mouvement coopératif, dans un deuxième temps, les SCOP et un troisième temps, les SIC. Alors, je me présente, effectivement, Jean-Eudes Bernard, je travaille à l'Union régionale des SCOP d'Aquitaine. Nous sommes un mouvement national, Confédération générale des SCOP, qui existe déjà depuis 1884, je l'avais rappelé l'année dernière, 1884. Et notre rôle, c'est d'accompagner les SCOP et les SIC, donc les adhérents, à bien vivre leur vie de coopérative, à faire en sorte que cette vie, cette relation entre associés perdure, et puis un rôle également auprès de structures qui veulent se créer en SCOP, donc un rôle d'accompagnement d'un point de vue juridique et d'un point de vue financier. Je le dis de suite, nous sommes très proches de vous puisque nos locaux sont à Tarnos. Et donc, nous avons la possibilité de rencontrer régulièrement des porteurs de projets qu'ils veulent créer soit sous forme de SCOP ou de SIC. Concernant les questions, effectivement, alors une durée d'intervention a priori de 40-45 minutes. Le temps de cette matinée est beaucoup plus ample, de 11h à 13h, donc n'hésitez pas à me poser des questions pendant la période et puis également je resterai disponible après cette intervention. Mais je serai attentif également au chat où Mathilde pourra également m'interpeller si je n'ai pas été vigilant sur telle ou telle question. D'ailleurs, j'invite d'ores et déjà les participants à envoyer des questions sur des sujets qu'ils voudraient aborder, puisque ma présentation va être principalement sur le mode de fonctionnement des SCOP et le mode de fonctionnement des SIC. Mais peut-être vous avez déjà des questions en stand-by. Voilà. Alors, pour revenir au point de départ, et d'ailleurs à ce mois, on parle du mois de l'ESS parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est l'ESS? C'est avant tout toutes les structures juridiques sous forme de coopératives, de mutuelles, d'associations, de fondations. Ça, c'est la loi de 2014 qui définit pour la première fois qu'est-ce que c'est l'ESS. Et ils ont rajouté également les sociétés commerciales de l'ESS, donc des sociétés qui, dans leur statut, ont émis effectivement un caractère d'utilité sociale et de lucrativité limitée. Donc, on peut avoir des SA, on peut avoir des SAS classiques, mais qui, dans leur statut, ont mis en place des éléments particuliers de l'ESS et qui font que statutairement vont être reconnus de l'ESS. Et donc, je vais m'atteler essentiellement à la grande famille de coopératives
Je pense que vous connaissez Denon, Lurberry et autres. Hein. Donc, on a des coopératives agricoles, on a des banques coopératives, telles que le Crédit Agricole, telles que la Banque Populaire, ce sont des banques coopératives. Et puis, en premier lieu, le Crédit Coopératif. La particularité des banques coopératives, par exemple, c'est que ce sont les sociétaires, les clients, qui détiennent majoritairement le capital. Et dans une coopérative agricole, on a d'abord des agriculteurs qui adhèrent à une coopérative agricole, et de ce fait, la coopérative devient agricole parce que ce sont des agriculteurs qui sont majoritaires au capital. Donc, il faut bien comprendre que dans le principe d'une coopérative, eh bien, ce sont les adhérents, la qualité des adhérents qui va déterminer la nature des coopératives. Une coopérative de commerçants, on peut parler de Système U par exemple, eh bien, ce sont des commerçants indépendants d'abord qui rejoignent une coopérative pour mutualiser des moyens, les centrales d'achat par exemple, etc., etc. Les coopératives de consommateurs qui historiquement sont à l'origine même des coopératives, qui sont très fortes en Angleterre encore, eh bien là, ce sont les consommateurs, les clients, qui détiennent le capital des sociétés. Voilà grosso modo comment fonctionne une coopérative, ou qu'est-ce qui fait que ça soit une coopérative. Et puis, dans cet ensemble, eh bien, nous avons les SCOP, donc détenus majoritairement par les salariés de l'entreprise, et les SIC, on verra un peu la particularité tout à l'heure. Donc en France, c'est un mouvement assez important, hein, 22 000 entreprises coopératives pour plus d'1 million de salariés, 26 millions de sociétaires, donc sans s'en rendre compte, on doit être tous, ou enfin la moitié en tout cas de la population sociétaire d'une coopérative. Je rappellerai peut-être un intérêt, si par exemple vous seriez client de la Crédit Agricole ou la Banque Populaire, c'est de participer aux assemblées générales. On oublie souvent le rôle fondamental d'être sociétaire, c'est de donner son avis. Qu'est-ce qui réunit l'ensemble de ces coopératives? Eh bien, ce sont des principes coopératifs. On appelle ça les adhésions volontaires et ouvertes à tous. Chaque adhérent a la possibilité d'entrer et de sortir de cette société comme il le veut. Un pouvoir démocratique, ça c'est le fondement même, ce qui nous rattache d'ailleurs au cœur de l'ESS. Un pouvoir démocratique, ça veut dire que les droits de vote en assemblée générale, le pouvoir de décision, il est en fonction de l'individu et non pas en fonction du capital détenu dans une société. Je rappelle qu'effectivement, une coopérative, c'est avant tout une société commerciale. On n'est pas dans une association, on est dans une société commerciale. Et donc, une société commerciale a un capital détenu par des sociétaires. Et donc, les décisions sont prises. Les décisions, par exemple, de choisir quel est son dirigeant, d'acheter un bâtiment, de faire des gros investissements, eh bien, le pouvoir est détenu par les sociétaires. La participation économique dans les coopératives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on partage à la fois le risque économique, on met de l'argent au capital, on risque de le perdre si l'entreprise ne fonctionnait pas, mais également on partage les résultats de cette réussite. L'autonomie et l'indépendance, c'est un maître mot important parce que, sans rappeler trop l'histoire des coopératives, c'est un mouvement en fait qui a été assez cassé par le mouvement politique en la troisième République en France, sans rappeler la commune ou autre. Et donc, ce mouvement coopératif s'est rendu compte qu'il fallait plutôt être bien écouté par le politique sans pour autant être dépendant du politique et de l'aspect financier. C'est la raison pour laquelle notre mouvement a été le premier à créer une banque, le Crédit Coopératif en 1893. C'est nous sommes à l'origine de cette création, pour être indépendant des éléments financiers et puis autonomie également politique. Éducation, formation et information, ce qui est important quand on regarde plus dans le détail la définition de ce que c'est une coopérative ou même une SCOP, c'est avant tout une association de personnes qui se réunissent ensemble pour travailler en commun, mais non pas dans un but lucratif, mais avant tout pour l'émancipation des individus ou dans l'intérêt de ses adhérents. Donc c'est à la fois un bien commun, mais au service des intérêts des sociétaires. Donc ce qui va différencier par rapport à une association, où l'association c'est le bien commun, le projet collectif qui prend le dessus sur l'intérêt individuel. Là, il y a les deux. Il faut bien le voir dans une coopérative, il y a les deux. Il y a un projet collectif, mais qui va desservir aussi, les intérêts des sociétaires.
Et puis, c'est des relations fortes entre coopératives, une coopération entre les coopératives. Forcément, on va privilégier de travailler entre coopératives pour une même offre, par exemple. Il y a également la mise en place de centrales d'achat communes ou des choses de cette nature. Et puis, c'est un engagement envers la communauté, on va appeler la solidarité, c'est-à-dire que quand on a une coopérative qui est en difficulté, eh bien, les autres coopérateurs vont l'aider à surmonter ces difficultés. Alors, on verra plus dans le détail dans les modalités pratiques des scopes, les outils, à la fois les outils financiers, mais d'autres outils qui sont à la disposition. Alors, excusez-moi, je fais juste une pause parce que je voudrais voir les chats et je ne sais pas trop comment faire. Il n'y a pas de questions pour l'instant. En fait, tu as l'onglet Converser en bas de l'écran. Discussion conversée. Ouais. Selon... Ouais, je vois participants et plus voilà, à conversation. Voilà, je vois 3. Eh bien, je suis content parce que c'est des bons joueurs en tout cas. Donc, on poursuit. Voilà, donc si on rentre plus dans le détail des scopes, la particularité, alors pour rappeler, nous, notre mouvement, notre mouvement, la CG Scope, on ne représente que les scopes, les sociétés détenues par des salariés et les SIC. Donc l'équivalent à peu près de 60 000 emplois dans toute la profusion, dans toute la famille coopérative. Donc, je ne représente pas les coopératives agricoles ni les banques coopératives, mais exclusivement le mouvement des scopes et des SIC. Donc, une scope, pour éviter d'être rébarbatif, mais j'aime bien m'appuyer quand même sur un texte, c'est que les scopes sont avant tout formés par des travailleurs de toute catégorie pour exercer en commun leur profession et ils sont nommés en leur sein, ils nomment en leur sein un délégataire pour les représenter. Ça veut, à la différence d'une définition d'une société classique de l'article 1832, dont la vocation d'une société est avant tout de partager le bénéfice. La vocation d'une scope, c'est avant tout d'exercer en commun une profession. Ça n'est pas de réaliser du bénéfice. Le principe d'une coopérative, bien que ça soit une entreprise, c'est que l'argent est vu comme un carburant pour un projet beaucoup plus important que de réaliser du bénéfice. Donc la scope, de par sa définition, s'éloigne justement, ou en tout cas crée vraiment une différence avec une société classique où la notion de bénéfice est mise de côté. La scope, les scopes en France, on s'appuie sur un réseau. C'est vrai qu'on tient à présenter que les scopes, c'est un global. Quand on crée une scope, on appartient à un réseau. C'est 2391 entreprises. Pour un total, je vous disais, à peu près de 60 000 emplois. La moyenne des entreprises, c'est 22 salariés. Donc, on est plutôt sur de la PME. Il faut savoir qu'une scope peut se créer avec 2 salariés voilà, sans difficulté. On en crée régulièrement au Pays Basque. Chaque année, on a 250 nouvelles scopes par an. Et en moyenne, dans les scopes, on a un taux de sociétariat important. Un taux de sociétariat important, pardon, ça veut dire que les salariés sont bien évidemment détiennent le contrôle de leur société et les salariés qui sont en CDD ou CDI sont déjà entrés dans le capital dans 73% des cas. Voilà. Dans tout secteur d'activité, on peut créer une scope. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça montre bien que, initialement, scope, ça voulait dire société coopérative ouvrière de production. On était vraiment sur le terme ouvrier et production, et puis avec la tertiarisation des métiers, on a fait évoluer l'appellation scope. Et maintenant, on peut toujours garder société coopérative de production, mais on a aussi la possibilité d'appeler ça société coopérative et participative, qui va être plus représentative des secteurs d'activité. Donc, vous entendrez société coopérative et participative ou de participation, société coopérative de production, c'est la même chose, c'est la même famille. Alors, on insiste également sur un taux de pérennité quand on crée une scope. On est vigilant à accompagner ces structures, mais on voit un taux de pérennité plus élevé que dans le secteur classique. Donc, 7 entreprises sur 10 sont toujours en vie au bout de 5 ans, contre 6 sur 10 en milieu ordinaire, on va dire. Voilà. Des marques, pour donner des exemples, je vous donne des exemples au niveau national.
Le groupe Up, en fait, c'est celui qui fait les chèques déjeuner. Vous devez voir son logo au niveau des restaurants. Alors, en ce moment, c'est un peu compliqué, certainement, mais il y a les tickets restaurants, qui est le concurrent. Il y a le groupe Up, chèque déjeuner, qui également propose du bien-être aux salariés par des tickets. Donc, c'est une belle coopérative avec plus de 2000 salariés, avec également des antennes au niveau mondial. Le magazine Alternative économique, Alpha Taxi. On peut créer effectivement une enseigne de taxi sous forme de franchise. Donc, Alpha Taxi exerce à Paris. On a également le Théâtre du Soleil avec Madame Mouchkine. On a également un commerce éthicable qui fait de la vente à la fois sur Internet, mais également vous pouvez retrouver leurs produits en grande surface ou dans les magasins spécialisés, donc des produits équitables. Et par exemple également Moulin Rôti qui fait des jouets en bois. Et on a également des structures telles que l'école de conduite française ou Biocop qui développent leur réseau. Ce sont des franchises, mais ils développent leur réseau également, la plupart sous forme de scope. Alors, le mouvement national, donc je vous disais, on a une représentation nationale, la Confédération générale, avec également des fédérations professionnelles reconnues par les directions du travail, puisque nous sommes signataires des conventions collectives, par exemple, et avec 12 unions régionales. Donc, moi, j'appartiens à l'Union régionale d'Aquitaine, où mon rôle, c'est d'accompagner donc, nos adhérents en Aquitaine, mais également les porteurs de projets qui veulent créer en Aquitaine. Alors, ex-Aquitaine, excusez-moi. Je viens directement également sur des outils financiers mutualisés. Ce que je vous disais, c'est la solidarité qui est prônée dans notre mouvement. Donc, nous avons nos propres outils financiers pour aider au développement de nos coopératives, mais également à la création de coopératives. Alors, par exemple, les noms sont peu importants, mais on intervient sous forme de prêts, des prêts participatifs pour financer le besoin en fonds de roulement. Parce qu'une banque, en général, a du mal à financer le besoin en fonds de roulement. Eh bien, nous intervenons pour financer le besoin en fonds de roulement et sans garantie personnelle. Donc, c'est assez rare pour le souligner. Nous intervenons également en lien avec le crédit coopératif qui s'est rendu indépendant de notre mouvement maintenant. Nous avons des relations très très proches. Chaque fois qu'une coopérative va souscrire un prêt, eh bien, nous allons garantir, nous, le prêt pour éviter toujours les cautions personnelles. Ce qu'il faut voir également avec nos outils, ce sont des outils décentralisés, c'est-à-dire que ce sont les scopes elles-mêmes qui, en visioconférence, tous les 15 jours, vont décider d'octroyer les prêts. Et donc, ça se fait très, très vite. Il y a pas, on n'est pas dans quelque chose de très, très lourd. C'est nous qui montons les dossiers et puis les coopératives du secteur valident les prêts. Nous avons, par exemple, durant cette période de Covid, été en capacité en une semaine de débloquer 5 millions d'euros à nos coopératives qui souffraient malheureusement. Voilà. La particularité du statut SCOP, il est souvent souligné que vous créez une SCOP et le dirigeant va avoir un statut salarié. Effectivement, tous les dirigeants dans une SCOP, quelle que soit la forme, SA, SR et autres, vont avoir un statut de salarié et non pas d'assimilé salarié, mais de salarié, c'est-à-dire droit au chômage, droit aux mutuelles, droit à tout ce qu'a un salarié avec un bulletin de paie classique, même s'il était gérant ou président et directeur général d'une SS. Notre mouvement a mis en place également un comité d'entreprise qu'on appelait Union sociale, et puis également une mutuelle d'entreprise. À côté, bien sûr, les coopératives appartiennent à un réseau où elles vont s'entraider, où elles vont mettre en place des centrales d'achat, je vous l'indiquais. Par exemple, on a été en capacité de fournir des masques chirurgicaux très très vite à nos coopératives pour maintenir leur activité pendant cette période de Covid, mais la centrale d'achat, bien sûr, elle n'est pas là que en période de crise, elle est en continu pour faciliter des achats classiques, de bureautique ou autre. Voilà en termes d'outils, centrale d'achat, fédération de la communication également. Est-ce que je peux... Oui. Est-ce que je peux te poser une question, Joël?
À ce propos. Tu dis comité d'entreprise, donc ça veut dire que des petites entreprises, tu disais que la moyenne était de 22 salariés, ça veut dire que les coopérateurs, enfin tout au moins les SCOP, peuvent faire bénéficier, malgré leur structure inférieure à 50, peuvent faire bénéficier d'un CE à leurs salariés, c'est bien cela? Oui, alors le CE, c'est pas effectivement, j'utilise ce terme, on va utiliser plus un terme non juridique d'union sociale, ce n'est pas un CE en soi, ce sont des avantages proposés. Et donc des avantages, par exemple, des primes à la naissance, des remises sur des vacances, des choses de cette nature, sur la prise en charge des adhésions au club sportif, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, des petits avantages de cette nature, ou également une prise en charge pour vos vacances, même si c'est chez vos beaux-parents ou des choses de cette nature. Donc, c'est plutôt effectivement intéressant. On a des petites coopératives, comme tu l'as souligné, de 2 salariés, et qui vont pouvoir bénéficier de ces petits avantages. Hein. Voilà. Oui, mais qui sont importants quand même, bien évidemment. Exactement. Et que le salarié soit associé ou non associé. Non associé. C'était ma deuxième question. Tu as répondu avant que je la pose. Oui, j'allais passer rapidement sur, en fait, quand on crée une SCOP, quel est le risque encouru? Je le compare toujours à un mode classique. Très souvent, quand on crée une SRL, eh bien, même si on a limité ces risques, on signe souvent une garantie, une caution personnelle, donc on a forcément quelque chose engagé. Et puis, parfois, on se retrouve, si l'affaire tourne mal, au tribunal et parfois, nos biens personnels sont engagés. Là, pas du tout. Chaque associé est responsable, sa responsabilité est limitée à ses apports, uniquement à ses apports. Donc, c'est quelque chose d'assez rassurant, même si je ne voudrais pas focaliser l'attention sur le statut salarié et le statut trop protecteur de la SCOP. Parce qu'on crée quand même une entreprise, il y a du risque, forcément, il y a de l'argent en jeu. Mais effectivement, ça reste un petit plus quand même, un gros plus même, dans le cadre des SCOP. 4 principes fondamentaux qui vont définir et qui vont créer une particularité, une spécificité dans le monde coopératif, c'est la double qualité d'associé et de salarié. C'est-à-dire que les salariés sont obligatoirement, détiennent le capital de leur structure et donc sont seuls maîtres à bord. Gouvernance démocratique, ça veut dire une personne égale une voix, un associé égale une voix. Je mets 10 000 euros au capital ou je mets 1 000 euros au capital, eh bien en assemblée générale, j'ai le même pouvoir. Également une répartition équitable des bénéfices, équitable entre les salariés qui ont œuvré à la réalisation du bénéfice de l'entreprise, à l'entreprise elle-même qui va se projeter dans l'avenir pour sa pérennité, donc qui a besoin également d'avoir des fonds propres supplémentaires, également aux associés qui ont mis de l'argent et qui ont pris du risque. Donc, on va rémunérer équitablement ces 3 parties. Dans une structure classique, on a plus les obligations légales, c'est de laisser 5% du bénéfice dans l'entreprise dans la limite de 10% du capital. Alors que là, on a des obligations de montant bien supérieur à laisser dans l'entreprise. C'est un gage de pérennité et c'est effectivement une 4e particularité, c'est cette notion de réserve impartageable. Ce qu'on va laisser dans l'entreprise n'est pas pour les associés, mais pour l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Donc, ça devient un bien commun. Alors, pour ceux qui sont peu adeptes des chiffres, je vais essayer de passer là-dessus et revenir plus précisément avec des schémas sur l'intérêt de la double qualité d'associés et de salariés. Des associés majoritaires au capital, ça veut donc dire qu'ils détiennent effectivement 49 minimum 51% du capital, mais pour autant, on n'est pas sectaire, on ouvre le capital aussi à des personnes extérieures. Donc, je pense qu'Eric Oa est intervenu en première semaine du mois de l'ESS, Gis? Non, Eric Oa n'est pas intervenu pour l'instant. Oui, ils sont intervenus en première semaine, mais uniquement sur l'aspect financier, pas sur l'aspect finance solidaire et pas dans leur mode de fonctionnement précis. D'accord.
faudra que nous fassions, enfin nous proposons à terme dès 2021 tous les premiers mardis du mois le mois de l'ESS, le mardi de l'ESS, pardon, et là ils interviendront pour nous expliquer plus précisément ce en quoi Ericoa intervient et quels sont les impacts de leurs interventions, parce qu'ils ont un mode d'intervention qui me semble particulièrement intéressant, mais qui n'a pas du tout été développé lors de la première semaine de Finances solidaires. Bon, là, je ne maîtrise pas Tu peux tout. tu peux en parler en quelques mots parce que c'est quand même intéressant comme démarche. Voilà, bon, le Pays Basque a la chance effectivement de compter une société de capital risque locale de proximité, Ericoa. Ce sont l'épargne des individus qui sont mis qui sont injectés dans des entreprises du territoire. Et c'est vrai que nous, mouvement SCOP, quand on a des projets à porter, comme que ce soit en création ou développement, on fait souvent appel à Ericoa qui peut intervenir au capital. Et donc, on a des salariés qui sont majoritaires et pour autant, ils peuvent faire appel à du capital extérieur, à des sociétés comme Ericoa qui partagent les mêmes valeurs et qui vont apporter du capital, donc de l'argent, pour permettre le lancement de l'activité. L'intérêt également d'Ericoa, ça n'est pas une société de capital risque dormant, mais en tout cas, ils font confiance à l'entreprise. Ils vont pas chercher à tout prix de la rentabilité. Et ils vont apporter également le réseau de chefs d'entreprise à des scopes débutantes. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on fait appel à Ericoa, on est intéressé bien évidemment par l'épargne, par le capital, mais également par le réseau et l'accompagnement et le parrainage qui est proposé par Ericoa. Là, peut-être que Jean, il y a deux questions à laquelle tu peux peut-être répondre dès maintenant. C'est Sarah qui demande: les prêts participatifs tiennent compte de la situation personnelle du futur salarié associé de la SCOP pour la capacité d'endettement? Première question. Et peut-être, on va déjà répondre à celle-ci, on prendra la suivante après. Alors, quand on est en création d'entreprise, on intervient essentiellement au moment où le modèle économique est établi. Et on va intervenir sur deux éléments, sur l'équilibre du plan de financement et le deuxième sur les statuts, la rédaction des statuts et voir si ça correspond bien, la forme scope correspond bien. Alors, si je viens sur l'équilibre du plan de financement, c'est qu'effectivement, on va nous positionner en tant qu'interface entre les porteurs de projets et les banques. Donc, on va constituer un dossier global, on va le soumettre à plusieurs banques, coopératives ou également à des sociétés comme Aquitaine Active ou Ericoa pour financer la globalité. Un banquier regardera toujours la situation personnelle des associés et regardera toujours l'endettement. On va être sur une analyse extrêmement classique. Nous, nos propres outils, donc Socoden, qui complétons les emprunts bancaires, on aura une analyse plus sur le projet, mais on aura une analyse plus sur le projet, plus sur la situation du projet, la rentabilité, et moins effectivement sur la capacité d'endettement de la personne. Mais notre outil, Socoden, n'intervient jamais seul. Il intervient aux côtés des banques. Et donc, voilà, si je vous donne l'exemple du crédit coopératif ou d'autres banques, elles regardent forcément la situation personnelle d'endettement de chaque associé qui intervient au capital. Je pense que la question de Sarah peut également, avec la question de Sophie, est-ce qu'il y a un apport minimum en capital? En fait, je crois que le futur salarié associé, donc je rentre dans une entreprise qui est en scope, j'ai la possibilité de rentrer au capital en tant qu'associé. Est-ce que j'ai un minimum à verser? Et en cela, est-ce que du coup, ça pourrait gêner mon propre équilibre financier? Je pense qu'il y avait un peu de ça aussi, je suppose. Mais Sarah pourra prendre la parole pour être plus complète si je traduis mal son propos, en ouvrant son micro si besoin. Oui, parce que je me suis juste arrêté à la question de Sarah 11h28. Je n'ai pas d'autres en affichage, excusez-moi. Alors, un plan de financement, il se constitue, que ce soit en scope ou en société classique, il se constitue classiquement. Vous avez des investissements à réaliser, vous avez un besoin en fonds de roulement à financer, vous avez donc des ressources, des besoins. Les associés devront apporter entre 25 et 30% du projet.
Et les 70%, ça sera autre. Ça sera une banque ou Ericoa ou d'autres éléments. Les 30%, on peut effectivement, en scope, réduire un petit peu cette enveloppe. Ça nous arrive de passer à 15% parfois. Pourquoi? Parce que, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine a un outil dédié au scope qui est l'abondement du capital. Imaginons que des associés mettent 10 000 euros à deux, par exemple, dans la scope, dans la future scope, eh bien, la région abondera à 100%. Ça veut dire que la région apportera 10 000 euros de son côté, et ça nous fera de suite un capital qui passe de 10 000 à 20 000 euros. Donc ça, c'est un effet de levier assez intéressant proposé par la région. Ensuite, on a d'autres outils un peu spécifiques qui s'appellent les titres participatifs. Je ne veux pas entrer trop dans le détail, c'est un peu complexe, mais ça n'est pas de l'emprunt, c'est du quasi-fonds propre, et donc effectivement, ça peut combler en partie un niveau d'apport qui serait faible. Ça, c'est ma première réponse pour si vous voulez créer une scope et quel est le niveau d'apport. Mais il n'y a pas de montant minimum. Une scope, c'est minimum 30 euros en fait de capital. D'accord ? Il n'y a pas de capital minimum vraiment qui serait rédhibitoire. Concernant des salariés, une scope qui existe déjà, des salariés qui rentrent dans une scope avec un contrat de travail, on leur propose d'être associés de cette scope. Eh bien, suivant les modalités statutaires, il y a des minimums possibles qu'on va imposer aux salariés, un minimum de prise de part sociale. Mais la particularité, c'est qu'on va pouvoir l'étaler dans le temps. C'est-à-dire qu'un salarié on lui demande pour être un véritable associé, admettons qu'il prenne 1 000 ou 2 000 euros, eh bien, on pourra étaler dans le temps cette prise de part sociale. Pour autant, dès le départ, dès qu'il aura mentionné son engagement à prendre 20, 30, 40 euros, eh bien, il pourra participer comme n'importe quel associé à l'Assemblée générale. Donc, c'est vraiment revenir sur les fondamentaux. C'est une coopérative, c'est une adhésion volontaire et ouverte à tous avec un minimum de capital. Est-ce que ça répond à la question, Sarah? Il faut que vous ouvriez votre micro. Vous avez votre micro fermé. Oui. Voilà. Bonjour. Oui, alors c'est déjà merci, c'est très bien retranscrit dans le sens où ma question concernait en effet le fait de prendre en considération comment dire, mince. La situation du… Merci, la situation personnelle au moment de la création de la SCOP. Si l'apport, donc les 20 ou 30%, sont obtenus par le biais d'un crowdfunding ou d'une cagnotte en ligne, tout ça, c'est possible. Parce que je parle à titre personnel, je viens de contracter un prêt immobilier à titre personnel et j'ai dans le but de créer une coopérative, enfin, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais j'aimerais en effet créer un collectif. Voilà, et donc je m'interroge. Voilà. Merci, Sarah. Voilà, je ne peux pas dire tout va bien. Voilà. Le taux d'endettement de chaque individu est pris en considération. Alors, cet abondement de la région doit-il être remboursé par la suite? Non. En fait, c'est un mécanisme un peu particulier. C'est un abondement, c'est une subvention. Voilà, utilisons le terme. C'est une subvention qui va être intégrée au capital. C'est assez rare. Et donc, en fait, si un associé a amené 5 000 euros, associé, je ne sais pas, Martine, eh bien, Martine va avoir 5 000 euros qu'elle a apporté elle-même et elle aura en plus 5 000 euros de la région. Donc, elle aura un capital de 10 000 euros. Si cet associé partait au bout de 4-5 ans, eh bien, ce capital ne lui sera pas remboursé à elle individu, mais sera laissé dans la SCOP. Les 5 000 euros, tu veux dire? Donc, voilà, les 5 000. Alors, on lui remboursera les 5 000 qu'elle a apportés. Voilà. Et on laissera dans les communs
les 5 000 € apportés par la région. Exactement, dans les communs. Il est très sain et très… Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on a vu la double qualité d'associé et de salarié. 3 modes juridiques, mais je passe là-dessus. C'est simplement que quand on parle de scope, ne soyez pas perturbés. C'est que très souvent, vous allez voir scope SRL, scope SA, scope SAS. C'est-à-dire que les scopes, c'est une forme juridique, mais vont adopter une forme fiscale de SRL, de SA, de SAS pour une comptabilité identique, que ce soit en SRL, SA et SAS. C'est-à-dire que les experts comptables vont traiter de la même manière comptablement que vous soyez en scope ou dans le cadre d'une société classique. Donc, c'est le nombre d'associés qui crée la différence. En fait. Alors, pourquoi on choisit soit une SRL, soit une SAS ou une SA? C'est effectivement en fonction du nombre d'associés, mais également en termes de gouvernance, de modalités de gouvernance qui peuvent être différentes. D'accord. Voilà. Si vous aviez des questions sur ce point, je pourrais rentrer plus dans le détail. Deuxième élément, une personne, une voix. J'aurais plutôt dû dire un associé égale une voix. Il faut quand même être associé pour s'exprimer en assemblée générale. Donc, on est sur un droit de vote égalitaire, quel que soit le capital détenu. Alors, l'Assemblée, ça ne veut quand même pas dire que dans une SCOP, un associé est là pour choisir, qu'on se réunit en permanence pour choisir la couleur du papier peint ou les crayons de couleur ou des choses comme ça. On nomme un responsable, on va appeler gérant ou président. Donc, celui-ci est salarié. Il est peut-être à l'atelier, il est peut-être un col blanc, un col bleu, peu importe. En tout cas, il a été choisi par les associés pour une durée de 4 ans, qui peut être renouvelée. Et c'est ce gérant qui sera responsable vis-à-vis des tiers pour prendre toute décision. Et l'Assemblée générale lui a confié ce mandat. Pour autant, l'Assemblée générale peut se réunir régulièrement, au moins en tout cas une fois par an, mais on espère plus régulièrement, pour différents sujets, pour traiter les RH, pour traiter le commercial, pour traiter si tel ou tel investissement est orientation stratégique. On a également en Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale qui décide de la répartition du résultat. Ce que je vous disais, le côté égalitaire entre je laisse une partie de mon résultat dans l'entreprise, une partie du résultat est versée aux salariés ou une partie aux associés. Je réponds directement à la question. Je vois, peut-on transformer une association en scope? Mais bien sûr. Bien sûr. En fait, une scope, je parle de création, mais on a 4 types d'origine de scope. On le verra d'ailleurs tout à l'heure. Je dis, je peux y répondre maintenant, mais excusez-moi, je vais y répondre tout à l'heure puisque j'ai une slide là-dessus. Et on verra effectivement l'origine diverse des scopes. Alors, une répartition équitable des bénéfices. J'essaye d'être simple, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a quelques règles. On a un bénéfice, admettons, on a un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, super. On a un résultat de 10 000 euros. Bon, là, c'est peu pour tel chiffre d'affaires, mais bon. Et ce résultat, eh bien, obligatoirement, les statuts et la loi obligent que la SCOP doit laisser dans la coopérative 16%. C'est-à-dire, sur les 10 000 euros de résultat, eh bien, il y aura 1 600 laissés dans la SCOP minimum. Et puis, les salariés qui ont produit ce résultat, qui sont à l'origine, vont bénéficier minimum de 25%, de 2 500 euros de ce résultat sous forme de participation. Souvent, les accords de participation sont mis en place dans les grandes entreprises. Et bien là, elles sont mises en place dans n'importe quel scope et avec des modalités et des montants bien plus importants que la participation classique. Et puis, au maximum, il faut bien le voir, au maximum, les dividendes, c'est-à-dire les associés qui ont pris des parts, peuvent être rémunérés à hauteur de 33% du résultat, c'est-à-dire dans mon exemple, 3 333 euros. Mais en général, on a plutôt, ce qui est constaté dans les scopes, c'est plutôt 45%. Donc 4 500 euros laissés en réserve, 4 500 distribués aux salariés et 10%, 1 000 euros
aux associés. Voilà, c'est à peu près la moyenne de nos 3000 coopératives, 3500 coopératives que l'on constate. Donc vraiment, vous voyez par cette distribution une réflexion sur vraiment aller au-delà de l'année d'exercice et se projeter sur le moyen long terme en réfléchissant toujours à laisser de l'argent pour investir ou pour éviter des chocs de coups durs. Le Covid, par exemple, oui, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Le Covid a montré effectivement que le modèle Scope était un modèle, je crois que le terme résilient est d'actualité, mais c'est vraiment le cas, parce que on a des scopes toujours de maintenir leur activité, de payer leurs salaires, de payer les salaires et de ne pas aller au dépôt de bilan. Ça, c'est vraiment grâce à la notion de réserve impartageable qui est intrinsèquement liée au statut. Donc, les réserves impartageables, ça veut dire quoi? C'est que les réserves n'appartiennent pas aux associés. Elles sont le moyen de financer durablement l'entreprise pour assurer sa pérennité. Et les conséquences, c'est pas d'incorporation de réserves au capital. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que ces réserves qu'on a laissées dans l'entreprise, elles appartiennent à l'entreprise. Gilles a utilisé le terme de bien commun, effectivement, de bien commun dans l'entreprise. Elles n'appartiennent pas aux associés. Donc, l'associé, quand il partira à la retraite, il récupère le montant de son capital, mais il ne récupère pas une partie des réserves qui auraient été laissées dans l'entreprise. À l'inverse d'une entreprise qui met ses réserves en capital. Exactement. Il n'y a pas de possibilité de remonter les réserves au capital. D'accord. Et les associés, souvent la prise de part, on peut prendre une part de Scope à 20 euros. Eh bien, la personne qui a mis 20 euros au départ, eh bien, elle récupérera 20 euros 10, 15, 20 ans plus tard. Il n'y a pas de notion de plus-value sur la valeur de part. À la différence de n'importe quelle coopérative où quand il y a un départ à la retraite ou autre, on revalorise en permanence l'entreprise. Là, il n'y a pas cette notion. Et non-appropriation du bonus de liquidation, ça c'est une expression que vous devez voir souvent dans les statuts d'une association loi 1901. Alors, vous faites peu attention, mais je vois en tout cas Sarah qui hoche la tête. Quand une association, elles sont rares bien sûr, elles arrivent à la fin de leur vie et elles ont encore des biens, de la liquidité, eh bien il est mentionné que cette liquidité va être non pas transmise aux adhérents de la structure, mais transmise à d'autres associations. Si une Scope devait s'arrêter et qu'elle avait de la liquidité, eh bien, les associés ne récupèrent pas ces liquidités. C'est distribué. Cette liquidité est envoyée à d'autres Scopes. Donc ça, c'est quand même important. C'est que dans une Scope, les membres fondateurs, ceux qui créent la Scope, sont OK sur ces principes forts et savent qu'ils ne vont pas faire de plus-value à l'issue de leur existence de coopérateurs, que l'entreprise qu'ils ont créée va aller au-delà de leur propre existence et qu'ils ont compris que l'intérêt de la Scope, c'était effectivement un intérêt des travailleurs au moment où ils travaillent. C'est-à-dire que la participation est quand même assez généreuse en Scope et donc le travail qu'ils ont fourni va être rémunéré en plus de leur salaire par une participation complémentaire. Alors, je disais que j'avais une slide concernant les origines, mais en fait, je vois que non. Je l'ai zappé. Donc, l'origine des Scopes, en majorité, c'est de la création de Scopes, mais on a également beaucoup de transmissions d'entreprises. On a des sociétés en ce moment, ou récemment, on a eu Mendibourg Formation, centre de formation, départ à la retraite de M. Landarech, et il a souhaité il a privilégié en fait ses salariés. Et donc, il a fait le choix d'une transformation en Scope. Nous avons également Grain de Soleil. Grain de Soleil qui est un commerce bio sur Anglette ou Bayonne, en tout cas au forum à côté, qui vient de passer, là, il y a une semaine, une dizaine de jours,
qui vient de passer également en coopérative en privilégiant la transmission de son activité à ses salariés. Donc ça, c'est un gros pan effectivement de notre travail, c'est d'accompagner ces cessions à ses salariés. L'intérêt en fait de ces cessions, c'est qu'elles gardent la même personnalité juridique, c'est-à-dire le même numéro SIREN, il n'y a pas de modification particulière. Et nous avons également des transformations d'associations. Nous venons de faire, d'ailleurs notre plus grosse scope en Aquitaine, s'appelle Synergie, c'était historiquement une association d'insertion par l'économique de personnes à handicap. Et elle a fait le choix, alors qu'elle avait déjà plus d'une centaine de salariés, elle a fait le choix de se transformer en SCOP. L'intérêt de cette transformation d'une association en SCOP, c'est de maintenir la personnalité juridique, c'est-à-dire on va garder le même numéro SIREN, mais également on va avoir la possibilité de maintenir la comptabilité avec, on garde les réserves. Ce que je disais tout à l'heure sur le bonnet de liquidation d'une association, une association qui se transformerait en SRL classique, ça n'est pas possible. Elle va liquider et après elle va créer une SRL. En revanche, si une association devait être amenée à se transformer et à être sur le marché pour des raisons commerciales ou autres, pour des raisons de gouvernance le plus souvent, eh bien on va avoir un maintien de personnalité juridique avec également le maintien de la trésorerie, de tous les éléments comptables. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Avant de passer au SIC, est-ce que vous avez des questions sur les scopes? Je n'en vois pas pour l'instant. Alors, il m'a demandé si on recevrait le PowerPoint de présentation. Bien évidemment, Jean-Eudes, tu nous le laisses à disposition pour qu'on puisse le retransmettre. Exactement. Vous l'avez en possession et vous pouvez le transmettre. Alors, n'oubliez pas le copyright. Le copyright est légitime. Même si c'est quasiment un bien commun. Une question qui vient d'arriver. Oui. Quels sont les délais pour créer une SCOP? Alors, les délais pour créer une SCOP, c'est comme un projet d'entreprise. Si votre modèle économique est déjà bien établi, le délai de création d'une SCOP est le même délai que d'une création classique. Nous, notre rôle, c'est de se charger de la rédaction des statuts. Donc, on rédige pour vous les statuts. Vous les enregistrez classiquement et en parallèle, on aura effectivement, on invite les porteurs de projet à d'abord obtenir les emprunts pour créer les emprunts nécessaires pour créer la forme juridique. Mais il n'y a pas de délai plus long. En revanche, en création, c'est pareil, on va dire. En revanche, dans le cas d'une transmission, c'est toujours long comme période et parce qu'une transmission est longue naturellement. Et donc, il y a des phases de coopération, il y a des phases de test avec les salariés qui sont nécessaires souvent et on s'y prend plus souvent 1 an à 2 ans à l'avance de la date de transmission. Je dirais que pour une association, c'est un petit peu la même chose. Il faut vraiment réfléchir à la pertinence du modèle de SCOP quand on réfléchit à une transformation d'association en mode coopératif. Oui, moi j'avais juste une question sur les scopes, Jean-Eudes, à propos d'un mot que tu as, d'une information que tu as donnée tout à l'heure, des 5 millions qui ont pu être mis à disposition par l'URSSCOP, ce que je trouve remarquable durant cette période de Covid. De la même façon, est-ce que ce sont 5 millions de prêts à long terme? Comment ça se pratique? Et d'une part, est-ce que ça vient essentiellement de l'Union ou est-ce que ça vient du plan de relance de l'État que vous auriez eu en partage? Alors, notre argent, en fait, nous sommes un mouvement bizarrement sous forme associative, puisque nous défendons le statut coopératif. Et donc, on ne peut pas être une coopérative en soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les SCOP et les SIC qui adhèrent à notre mouvement cotisent. Il y a une adhésion qui correspond à l'équivalent de 0,3% du chiffre d'affaires ou 0,7% de la valeur ajoutée. Donc, retenez bien le 0,3%. Et donc voilà,
Et donc cet argent, cette adhésion, elle est pour les SCOP. Ça veut dire qu'un tiers du montant de leur cotisation va alimenter nos outils financiers. Parce que je parlais de prêts, les prêts et les garanties. Donc un tiers de ce montant, c'est de l'argent qu'on collecte en fait et qui est redistribué sous forme de prêts. Donc non, ça n'est pas l'argent des banques des territoires. Non, ça n'est pas l'argent du plan de relance ou autre. C'est notre propre argent. C'est plutôt l'argent des SCOP. Et ça, c'est important. Alors nous appelons ça un prêt participatif parce que nous sommes obligés nous prenons des risques, hein, bien sûr. Et donc le taux, par exemple, est à 0,5%. La durée est courte parce que c'est avant tout sur la trésorerie. On est sur un délai de 2 ans à rembourser, mais on a été en capacité de le débloquer avant même les déblocages des PGE. C'était vraiment pour intervenir sur des difficultés particulières de SCOP. Et donc, et c'est ça qu'on a fait. Ça veut dire que les SCOP qui ont bénéficié de nos prêts ont pu également d'ailleurs solliciter le PGE à côté. C'était la question suivante. C'était effectivement, du coup, il y a un double effet et c'est particulièrement intéressant pour ceux qui seraient en difficulté en ce moment. Voilà. Merci, Jean-Yves. Il n'y a pas de questions complémentaires pour l'instant. Alors, donc les SCOP, quand même, au niveau du Pays Basque, je ne l'ai peut-être pas dit, mais au Pays Basque, il y en a une. Alors, Aquitaine, c'est à peu près 180 SCOP. Au Pays Basque, c'est une trentaine. Quelques noms rapides. Hein, je vous ai dit Mandibourg Formation. Je vous ai dit Grain de Soleil tout récemment. On a également Bioluz à Saint-Jean-de-Luz. On a Alcar. On a plus récemment Corail, qui est un café-restaurant situé à la gare de Bayonne. On a également voilà, tout secteur d'activité et des coopératives de 2 salariés associés. Donc, c'est ouvert à tout le monde, tout secteur d'activité, et il y en a autour de vous. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y a des ponts qui se font, des liens, des assemblées ou des réunions interscope pour débattre des difficultés éventuelles que certains peuvent avoir et que d'autres, tu parlais tout à l'heure de solidarité dans les difficultés, est-ce que vous faites en dehors des assemblées générales de SCOP qui sont l'assemblée générale de la SCOP, est-ce que vous faites des assemblées, je dirais, du Pays Basque par exemple ou du département ? Alors, notre rôle au niveau de l'UR, c'est effectivement d'accompagner la création ou la transformation et d'accompagner nos SCOP dans tout ce qui est aspect juridique, mais également vie coopérative. Donc, à l'intérieur, tu l'as dit, à l'intérieur de la propre coopérative, il peut y avoir des difficultés, des tensions ou justement des développements et des attentions particulières. Mais nous avons également un rôle de partage de solidarité et de créer du lien entre coopératives. Quand on parle de réseau, c'est ça. Mon rôle à moi, c'est effectivement de faire en sorte que les coopératives de proximité se connaissent entre elles et travaillent entre elles aussi. Alors, à la fois en termes de business, mais également en termes de difficultés, de questionnements, de RH. Vous savez, un gérant, même quand il est en SCOP, il se sent parfois seul et donc il aime bien échanger avec ses compères. Donc ça, notre rôle, effectivement, c'est de faire ça chaque mois. On essaye de faire des rencontres, soit sur des thématiques, mais en tout cas, l'objectif, c'est toujours de créer du lien entre eux. Et donc, ça se passe un coup à Tarnos, un coup, ça peut être à Moléon, ça se passe aussi à Bordeaux, puisque nous sommes d'un niveau régional. Parfait. Voilà, donc je vais vous proposer donc, de passer au statut SIC. Donc, vous l'avez compris, notre mouvement, qui existe depuis plus d'un siècle, c'est avant tout appuyé sur le développement des SCOP. Donc, sur nos 3500 adhérents, il y a 3000 en SCOP, enfin 3000, à peu près 3000 en SCOP, et le complément en SIC. La SIC, en fait, c'est une société commerciale d'intérêt collectif qui est assez récente comme statut. C'est un nouveau statut, puisqu'il a été créé en 2001. Alors, peu de créations depuis 2001, il faut être honnête, au niveau en France. Il y en avait une cinquantaine, une centaine à peu près dans les années 2010. Et puis, la loi ESS, la loi 2014, a fait un focus sur la SIC en permettant à ce que les collectivités territoriales puissent prendre des parts sociales et prendre même jusqu'à 50% du capital des SIC. Et donc, ce qui a créé un engouement, un regain d'intérêt pour cette forme coopérative. Et au Pays Basque, ou en tout cas à proximité, Tarnos, Land Pays Basque,
on a un sacré noyau de SIC, de sociétés coopératives d'intérêt collectif, sur notre territoire. Alors, qu'est-ce que c'est une SIC? C'est avant tout une société commerciale, donc ça veut dire inscrite au registre du commerce, fiscalisée, qui paye la TVA, la cotisation foncière, avec un abattement particulier de l'IS, mais peu importe, dans une logique concurrentielle de rentabilité et de solvabilité. Donc ça, c'est important de le rappeler, c'est que c'est une société commerciale avec un capital. Sur le même principe au départ qu'une coopérative, qu'une SCOP. La notion de capital variable, on va le retrouver à peu près dans toutes les coopératives, ça veut dire entrée-sortie d'un associé à tout moment. Donc on n'a pas un capital fixe comme vous pouvez le voir souvent quand vous faites appel à un artisan, vous voyez en pied de page, SRL au capital de 8 000 euros ou 10 000 euros. Donc en fait en coopérative on a un capital variable puisqu'il peut y avoir au cours d'un exercice une entrée ou une sortie d'un associé. Et donc, ce qui fait que le capital évolue régulièrement. Donc, c'est ça ce capital variable pour cette entrée volontaire et sortie volontaire. Donc, une SIC, c'est effectivement ça. C'est également une coopérative donc, dont les associés ont une double qualité à gouvernance démocratique avec des réserves impartageables et dont le fonctionnement est vérifié par la révision coopérative. Alors, je ne l'ai pas mentionné en SCOP, mais ça veut dire qu'effectivement, SCOP ou SIC, chaque année ou tous les 5 ans, vous êtes contrôlé par un réviseur pour voir si vous respectez bien vos statuts et le principe coopératif, les principes coopératifs. Sinon, attention, on vous retire l'appellation et les avantages fiscaux qui vont de pair. Voilà. Donc, ça veut dire quand même que c'est des statuts qui sont bien surveillés. Et voilà. Je ne passe pas plus de temps sur ça. Et par contre, d'intérêt collectif, ça, c'est vraiment la particularité, la spécificité de la SIC. C'est un intérêt par lequel tous les associés se retrouvent autour d'un projet commun, ce qu'on va appeler objet social, et qui permet d'associer toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public. C'est ce qu'on appelle le multisociétariat. Alors, j'aime assez m'appuyer pour parler de multisociétariat sur cette slide pour montrer effectivement que le fondement même d'une SIC, c'est vraiment cette notion de multisociétariat. En introduction, on a évoqué les coopératives de consommateurs, les coopératives de producteurs et les coopératives, au final, les SCOP, les coopératives de salariés. Eh bien, en fait, la SIC, c'est un regroupement de tous ces systèmes. Parce que vous devez avoir forcément des salariés en tant qu'associés de la SIC, donc qui se rapprochent, on pourrait dire, du système de SCOP, des bénéficiaires, donc soit des clients du service, soit des fournisseurs du service. Donc, on pourrait rapprocher ça des coopératives de consommateurs ou des coopératives d'artisans même. Et puis également, il vous faut une autre catégorie, suivant votre nature d'activité, que vous définirez. Ça peut être donc des partenaires, des sociétés, des associations des artisans. On peut avoir aussi des collectivités publiques. Alors, on insiste souvent, on fait souvent focus sur que les collectivités peuvent entrer. C'est vraiment peuvent, ce n'est pas obligé. D'accord? On peut créer une SIC sans pour autant avoir une collectivité publique. Pour vous donner un ordre d'idée, 60% des SIC n'ont pas de collectivité dans leur associé. À l'inverse, donc ça veut dire que 40% l'ont. Et hier, d'ailleurs, Gis, on avait Guérissa, qui est une SIC du Pays Basque et qui n'a pas de collectivité à son capital. Mais qui pourrait éventuellement demander à l'agglomération de les soutenir par une intervention dans le capital, et ce qui a été fait par exemple pour Energia, et qui est permis du fait de son statut. Exactement. Voilà. Exactement. Vraiment, la particularité, c'est qu'une collectivité qui veut s'impliquer sur son territoire avec un intérêt collectif a la possibilité, par la forme juridique de SIC, de s'impliquer réellement et avoir un rôle d'associé et non pas que de financeur sous forme de subvention. Donc, il peut aussi avoir un rôle de décideur par le biais de la SIC. Il n'existe pas d'autres formes juridiques, au-delà de la SEM, de la Société économique mixte, où une collectivité peut rentrer au capital. Dans une SA classique, ça n'est pas possible. Ça ne peut être que des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé. Et ce qui est très intéressant, je me permets juste de rebondir là-dessus,
Ce qui est très intéressant, c'est que, comme tu l'as dit depuis le départ, il n'y a qu'une voix pour chaque associé, un associé une voix. Ça veut dire qu'une collectivité qui rentre, même si le montant qu'elle propose est important par rapport au petit associé de la SIC, il n'aura qu'une voix. Il ne pourra Ouais, donc pas prendre, il pourra pas prendre la main, il ne pourra pas être, voilà, la SIC reste totalement autonome dans son fonctionnement, malgré une intervention éventuelle importante de, de, de la collectivité. exactement. Alors, toutefois, particularité également des SIC, il y a deux particularités, je reviendrai sur le côté bénévolat, mais puisque tu m'interpelles sur cette notion, on a la possibilité en fait de mettre en place dans les SIC la notion de collège de vote. Alors, je ne voudrais pas complexifier la présentation, mais en fait, la mise en place de collège de vote, ça n'est pas pour annuler le principe de un associé une voix, mais c'est plus pour maintenir la notion de multisociétariat. Voilà, je vous donne un exemple. On est, admettons, dans une structure où il y a une SIC dans laquelle il y a 2 salariés qui travaillent à fond. On a également des bénéficiaires, des clients et autres qui vont être une centaine. Et puis, on va avoir également des bénévoles qui ont pris également des sympathisants à la structure et qui vont être 1000. En assemblée générale, si on est sur un principe un associé égale une voix, imaginez le poids de la voix du salarié. Alors, est-ce qu'on est réellement dans cette notion de multisociétariat et d'équilibre? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un principe, c'est une possibilité. Mais donc, le législateur a ouvert la possibilité de mettre en place des collèges de vote, c'est-à-dire que par catégorie, eh bien, par exemple, les salariés pourraient avoir 10%, 20% ou 30% des droits de vote en assemblée générale. D'accord? Pour rééquilibrer Ouais, et vraiment pour aller dans le sens du multisociétariat, non pas pour faire des embrouilles ou des choses de cette nature. Nous d'ailleurs, nous sommes à l'origine, ou en tout cas, nous accompagnons l'ensemble des créations des SIC par la rédaction des statuts et dans le travail de gouvernance au départ. Donc, nous sommes assez vigilants à ce que la mise en place des collèges de vote réponde bien à cette notion de maintenir le multisociétariat et non pas de donner un pouvoir supplémentaire à telle ou telle structure. Je viens également sur la particularité des SIC en termes de membres, c'est qu'on peut avoir également des bénévoles. On connaît le bénévolat dans les associations, ça n'existe pas dans les sociétés commerciales. C'est même interdit, ça s'appelle du travail du black, hein, donc c'est interdit. Eh bien, dans les SIC, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'avoir à la fois des salariés, mais également des bénévoles, avec une charte de bénévolat, comme il en existe dans les associations, dès lors que le bénévolat ne correspond pas à un modèle, dès lors que le bénévolat n'est pas le cœur du modèle économique. D'accord? Mais les bénévoles sont tout à fait possibles. Et donc ça, c'est aussi intéressant pour une structure. On a à la fois des collectivités publiques, on peut avoir également des bénévoles qui interviennent donc bénévolement dans cette structure. Une lucrativité limitée. Alors, vous l'avez compris quand même que dans les scopes, déjà, la lucrativité était on fait du résultat, il est distribué, mais de façon équitable. Et dans les SIC, on est une société commerciale, il nous faut un résultat. Et quand le résultat est positif, eh bien là, ça n'est pas, vous l'avez vu en scope, ça n'est pas 16% du résultat qui est laissé en réserve, mais c'est minimum 57,5% du résultat qui est laissé en réserve. Donc là, on est sur une notion vraiment de lucrativité limitée, voilà, sur laquelle on peut insister. Et donc, ça veut dire que les associés qui prennent des parts ont une rémunération du capital qui est assez limitée. Voilà, il y a des doubles critères, il y a des critères un petit peu complexes à expliquer. Mais en tout cas, sachez que si vous mettez 10 000 euros au capital dans une SIC, vous pourrez récupérer maximum 30 euros en fin d'année. Hein, voilà, en dividende. Hein, c'est à peu près ça.
Voilà, rien de particulier dans cette présentation sur la récréativité limitée. On est vraiment dans un principe coopératif qu'on a pu voir également dans la SCOP. Alors, la question, comment assure-t-on les membres du SIC? Y a-t-il une adhésion pour les différents acteurs? Comment sont intégrés les acteurs? Peut-être je ne comprends pas bien la question, mais les membres d'une SIC sont des associés. Ils ont pris du capital et donc leur risque est limité à leurs apports. Alors, c'est peut-être l'assurance, la responsabilité civile dont veut parler Sarah, dans Oui, l'assurance? c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Ils sont assurés du fait qu'ils sont associés. Enfin, à partir du moment où on assure une entreprise, quelle qu'elle soit, association, SCOP, SIC, n'importe laquelle, l'assurance est faite sur l'objet, enfin, sur la structure en tant que telle, avec Oui. les membres qui sont présents. Donc, Voilà. a priori, ils sont tous adhérents, enfin tous assurés, sauf si Jean-Eudes me contredit sur le thème. Mais alors, moi, je pensais à la responsabilité civile du dirigeant principalement, hein, lequel va prendre une assurance classique, comme tu disais, qui va être pris par l'entreprise, le dirigeant. Les autres membres, ce sont des associés. Donc, on assure le risque au travail pour les salariés classiques, et puis ensuite, le risque, il est pris par le dirigeant. Donc, responsabilité civile et pénale, les assurances sont prises. Il est pris également à partir du moment où un associé se rend sur une entreprise de type coopérative, SIC ou autre, hein, s'il se blesse par exemple, c'est la responsabilité civile de la SIC, de la COP, de n'importe quoi, qui est pris en compte, pas celle du dirigeant. Alors, bien sûr, mais là vraiment, soit l'associé, s'il intervient dans le cadre d'un travail, il aura forcément la nécessité soit d'avoir un statut de salarié, ou soit forcément dans le cadre d'une intervention bénévole. Et donc, il y aura une charte du bénévolat qui sera mise en place, qui listera tous les éléments nécessaires. Hein. Mais un travail dans une SIC, c'est le même travail que dans une SCOP. Il est réalisé par quelqu'un et on est soit un statut bénévole, rare hein, quand même, c'est possible, ou soit un travail de salarié. Et donc, y a-t-il une adhésion pour les différents acteurs? Une adhésion à notre mouvement ou une adhésion... Oui, enfin, là, par exemple, en fait, vous venez de répondre à la question hein, avec la charte de bénévoles, par exemple, et parce qu'ils prennent... comment ils sont intégrés, en fait, finalement? Les bénévoles? Oui, les bénévoles, la collectivité, enfin, tous les différents acteurs. Alors, je mentionne vraiment qu'on est dans une société commerciale. Dans une société commerciale, les membres que je mentionne dans ce cercle sont des personnes qui ont pris des parts sociales. Donc, on ne parle pas, dans une association, on parle d'adhérents. D'adhérents qui régulièrement, chaque année, prennent une cotisation, mais du jour au lendemain, ils peuvent partir. Là, le principe d'une prise au capital, c'est je prends des parts. Okay. J'ai compris. Je suis sur le long terme et c'est moi qui fabrique le capital. D'accord, c'est pour ça que vous parliez de capital variable, notamment. Voilà, exactement. Et donc là, dans ce cercle, les salariés qui sont mentionnés, les bénéficiaires qui sont mentionnés, les partenaires qui sont mentionnés, les collectivités publiques ou les bénévoles, ça veut dire qu'ils ont pris des parts sociales. Alors, il y a une proposition de Fabienne qui dit je peux apporter un témoignage étant entrepreneur associé à la SIC Pau-Pyrénées. Je pense que ça peut être un excellent point de plus dans notre débat, si tu en es d'accord, Jean-Eudes. On lui demande oui, alors je ne veux pas lui couper la parole, je voulais juste présenter la SIC Pau-Pyrénées dans sa diversité. Et donc, on la fera intervenir à ce moment-là. D'accord. Voilà, parce qu'effectivement, les SIC, je vous dis, depuis 2014, ça a un peu explosé. On a des demandes à tout va pour ce modèle. On a actuellement au niveau national 947 SIC. Donc, ça reste modeste, bien sûr, hein, au niveau national, mais au niveau local, on est à une vingtaine de SIC. Voilà, chiffre d'affaires moyen, vous voyez, 625 000 euros quand même. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et un capital moyen de 30 000 euros. Ça veut dire ce qu'ont apporté les associés pour créer la SIC. Et effectivement, dans tous les secteurs d'activité, on va retrouver des SIC. Ce qui est intéressant, c'est toujours pour faire le lien avec les biens communs, parce que j'aime bien ce thème. Je crois que Benoît Hamon également en ce moment. Oui.
les SIC sont effectivement une des formes juridiques qui peuvent être utilisées pour le développement des biens communs. Et d'ailleurs, on a une ARGA, on a une ERCOP qui font de la commercialisation d'énergie, qui sont sous forme de SIC, un intérêt collectif sur un ancrage territorial pour le bien de tous. Donc effectivement, on a vraiment ce caractère d'utilité sociale qui apparaît dans la SIC. Et donc oui, quelques noms. Je croyais que j'avais mis Pau-Pyrénées, c'est une erreur. Mais la particularité, c'est que là, une vingtaine de SIC, on en a dans la SIC Pau-Pyrénées. On a par exemple Interstice qui s'est créé en 2005. Interstice est un petit peu comme Pau-Pyrénées, c'est-à-dire c'est une couveuse d'activité avec la notion de coopérative d'activité d'emploi. Vous voyez également le terme apparaître chez Coaction. Et là, j'aimerais bien laisser la parole effectivement à la SIC Pau-Pyrénées parce que les SCOP et les SIC sont des modèles juridiques dans lesquels on peut développer des outils très particuliers que sont les coopératives d'activité d'emploi. Et donc, si la personne de Pau-Pyrénées pouvait intervenir à la fois sur la SIC Pau-Pyrénées, sur son fonctionnement, mais également sur cette notion de coopérative d'activité d'emploi, ça m'intéresse beaucoup. Donc Gaëtan Portenard nous a parlé hier soir lors du débat de la table ronde que nous avions hier soir, puisqu'il fait également partie de la SIC Pau-Pyrénées. Alors, est-ce que Fabienne peut ouvrir son micro? Je ne vois pas où elle est pour l'instant. Voilà, j'ouvre le micro et j'ouvre la caméra également pour que vous puissiez me voir. Bonjour à tous. Alors, première précision, c'est vrai que je suis là ce matin pour l'association Hydre, interprofessionnelle de la déconstruction et du réemploi des matériaux, pour laquelle je suis salariée. Voilà, donc, et effectivement, qui a un projet de développement qui passera peut-être par un statut SIC ou SCOP. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, effectivement, pour l'autre partie de mon activité, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j'ai créé une activité de soutien administratif et commercial pour les professionnels. Et donc, cette partie-là, je l'ai créée au sein de la CAE, effectivement, coopérative d'activité d'emploi SIC Pau-Pyrénées. Moi, je viens du milieu entrepreneurial classique. J'ai été pendant une petite trentaine d'années co-gérante d'entreprises très classiques. Et Monsieur Eudes ne s'en souvient peut-être pas, mais il y a une bonne vingtaine d'années, il nous avait accompagnés à la construction, enfin à la mise en place et à la structuration d'une SARL, la bonne cuisine. Voilà. Donc, moi, je me souviens de votre nom. Allez, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien. Voilà, donc effectivement, moi, si j'ai choisi d'intégrer la SIC Pau-Pyrénées, c'est parce que je souhaitais entreprendre. À mon âge, se reconvertir, quitter le statut entrepreneurial et se retrouver salarié, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc je voulais entreprendre, mais je ne voulais pas entreprendre seule. Donc, à la base, je cherchais ce côté un petit peu entrepreneuriat en collectif. Alors peut-être que pour répondre aux questions qui étaient posées tout à l'heure, par exemple, le côté assurantiel, c'est la SIC nous encadre à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est couvert par une assurance qui est souscrite par la SIC pour chacune de nos activités. On est encadré au niveau accompagnement à la gestion, accompagnement comptable, par la SIC également. Voilà, donc moi j'ai vraiment trouvé un terrain favorable pour la création de mon entreprise qui existe maintenant depuis 3 ans et que je développe donc d'année en année avec le soutien de la coopérative. Et je suis aussi contente d'avoir ce double échange, c'est-à-dire que moi je reçois de la coopérative, mais je donne aussi dans le sens où voilà, je peux être là s'il y a besoin pour soutenir les salariés de la coopérative, mais aussi les autres entrepreneurs salariés associés. Il y a une quarantaine de projets sur la SIC Pau-Pyrénées, c'est bien cela? C'est ça, il y a une quarantaine de porteurs de projets. Alors effectivement, c'est bien de faire la différence entre les porteurs de projets, c'est le statut que l'on adopte quand on intègre la coopérative.
Donc, on vient avec un projet qui est prêt à démarrer, il faut le noter aussi. Et ensuite, on a ce statut-là pendant 1 an ou 2. Donc, on est en ce qu'on appelle le contrat CAP, qui est cumulable avec par exemple, les allocations chômage. Voilà, ce qu'on appelle classiquement les allocations chômage. Et ensuite, si on le souhaite, soit on sort de la coopérative et on s'immatricule en nom propre, soit on reste au sein de la coopérative en proposant d'y entrer donc comme entrepreneur salarié associé. Donc, on souscrit effectivement au capital et donc l'intégration est validée en assemblée générale par l'ensemble des collèges. Merci. Il y a peut-être des questions à poser à Fabienne de la part des uns et des autres? Non? Si quelqu'un souhaite, il suffit de lever le doigt pour prendre la main, si vous avez une question. Bon, pour l'instant, je n'en vois pas. Donc, merci beaucoup. Excusez-moi, je vais mettre le lien, si ça intéresse certaines personnes, je vais mettre le lien vers la coopérative, la Sippo-Pyrénées. Voilà, comme ça, si certains veulent le récupérer. Voilà, oui. Merci. Sophie dit que c'est un partage très intéressant, donc peut-être que ce lien lui sera utile également. On redonne la parole à Jean-Eudes. Donc, vous avez compris par le témoignage de Fabienne qu'elle avait intégré donc une coopérative d'activité d'emploi, hein, qu'on peut résumer sous forme d'une couveuse d'activité, donc qui chapeaute plusieurs métiers, plusieurs porteurs de projets, et qui permet à ces porteurs de projets d'avoir un statut de salarié. Et donc, Pau-Pyrénées, Interstice, Coaction ont cette activité, hein, c'est leur cœur même, d'accompagner ces porteurs de projets. Et voilà. Alors, je mentionnais d'autres structures locales, hein, comme un restaurant d'entreprise qui est situé à Tarnos. Éole, vous devez peut-être voir localement les camions circuler, ils ont un logo bleu, qui font de la restauration d'entreprise, la restauration collective et également restauration sur place. Donc là, c'est une collectivité et des entreprises qui voulaient bénéficier effectivement d'une restauration. Et ils en ont fait en fait un projet de… le cœur et l'objet social, c'est l'insertion par économique, c'est-à-dire en fait des personnes éloignées de l'emploi qui vont se former au métier de la restauration au travers de cette restauration proposée à des entreprises locales qui sont associées. On a par exemple des entreprises comme Safran qui est associée de la SIC. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, vous voyez d'autres noms, autopartage de véhicules, ADER, qui est en fait conseil aux entreprises, hein, qui est assez proche du centre de gestion ADER, Aldoudarak qui fait de la vidéo, Coaction coopérative d'activité emploi. Et là, j'ai fait une grosse erreur. C'est pour ça que le PowerPoint sera modifié avant transmission. J'ai mis Novatech comme une coopérative d'activité emploi. Et non, c'est un centre de recherche dédié à l'éco-construction. Avant, sous forme associative, et ils sont transformés en 2017 sous forme de SIC. Voilà, alors je ne vous les cite pas tous, mais en tout cas, on travaille sur pas mal de projets. Là, tout récemment, si je peux évoquer un projet dans les Landes, nous avons un projet de meunerie, c'est-à-dire un moulin à vent qui a été restauré par une association. Et bien, pour faire vivre ce moulin à vent, les porteurs de projets ont décidé carrément d'être dans la filière aval et donc de transformer sur place la farine et également de la commercialiser dans le cadre d'une boulangerie. Et donc, l'association a toujours la maîtrise du moulin, mais à côté, il y a eu création d'une SIC pour exploiter la farine, donc la transformer et la distribuer tout simplement sous forme de boulangerie. Ça marche très bien, ça a été ouvert depuis juillet. Ça se passe à Bénès-les-Dax. Et la jeune SIC également de Guérissa qui a ouvert également en juillet et qui nous disait hier soir que ça a démarré très fort et qu'ils étaient eux-mêmes surpris de cet impact qu'ils ont eu quasiment immédiatement et en plein Covid, ce qui est fabuleux. Alors, Fabienne mentionne également la SIC Habitat et Coaction. En fait, ce schéma de coopérative d'activité et d'emploi, hein, sous forme de SIC ou d'ailleurs sous forme de SCOP, on peut trouver, eh bien, on en a plusieurs sur le territoire. On a effectivement SIC Pau-Pyrénées qui va travailler plus sur le Béarn.
on va avoir Interstice qui va travailler sur le Pays Basque et les Landes. Et on va avoir une spécialité dans le bâtiment Habitat et Coaction, qui est situé à Tarnos, mais qui va intervenir sur l'ensemble du département pour couvrir les métiers de l'habitat, que ce soit en rénovation ou en construction. Donc, on a un regroupement en fait, d'artisans qui offrent une palette de solutions aux particuliers, aux professionnels dans le bâtiment. Nous, notre rôle, je l'ai évoqué tout au long de cette présentation, mais notre rôle, mon rôle en particulier à moi, c'est de l'accueil et suivi personnalisé à chaque étape de la mise en œuvre d'un projet. C'est également donc accès à des solutions de financement, donc les outils propres de notre mouvement, je vous l'ai dit, mais également les partenaires financiers. J'ai évoqué Ericoa. Aquitaine Active est un partenaire important également, mais également le Crédit Coopératif, qui est une de nos banques fétiches, mais également on travaille très bien également avec Banque Populaire et toute autre banque du territoire. Et notre rôle, c'est également de former les salariés et les dirigeants pour les accompagner à la fois aux créations, mais au développement de la SCOP, c'est-à-dire tout au long de la vie, maintenir un lien. Notre rôle, il est même plus fort après la création, parce qu'il est vraiment là pour faire vivre la coopération, faire vivre le modèle coopératif et faire en sorte que la gouvernance soit de plus en plus fluide, que personne ne s'approprie le pouvoir dans une coopérative. Donc, c'est un rôle effectivement qui joue sur les liens humains. Voilà pour ma présentation. Je vous laisse la main et ouvert à d'autres questions. Merci déjà Jean-Ed, parce que c'est d'une clarté incroyable. Je pense que tout le monde a à peu près, voilà, je vois Kitri qui lève le pouce. Je pense que voilà, l'avantage, c'est qu'effectivement on est dans le concret tout en étant dans le concept de base, et tu nous as amené à la fois dans l'histoire et dans le aujourd'hui, donc merci beaucoup. Ça donne envie de créer une SIC ou une SCOP. Je me pose la question. Ne pourrait-on se lancer? Non, je plaisante. Pour ma part, parce que déjà avec la maison de l'ESS, on a fort à faire. Mais je trouve ça vraiment passionnant. Et ce côté résilient, on le comprend encore mieux dans ton explication, parce que depuis le mois de mars, on parle effectivement que l'ESS est l'une des parties de l'économie les plus résilientes, parce qu'effectivement, on voit tout au long de ta présentation qu'il y a une solidarité, non seulement au sein d'une coopérative, mais au sein des coopératives. Et par conséquent, forcément, la force vient du nombre. Et c'est en cela, bravo, quoi, c'est superbe. Est-ce qu'il y a des questions? On peut ouvrir tous les micros, peut-être, si vous souhaitez intervenir comme ça, tranquillement. On est très libre, ne soyez pas timide. N'hésitez pas à interpeller un peu M. Jean-Eudes. Alors, piège. Allez-y, Sarah. Je veux bien vous donner un petit peu mon ressenti là de ce matin. Alors déjà, je représente les Génivers. Donc, nous sommes une association qui existe depuis 1 an. Nous avons, comment dire, nous créons en fait des jardins permacoles et initions en fait, que ce soit des enfants, que ce soit tout type de public, donc à la permaculture et à la cuisine végétale et au fait de protéger, donc dans le respect du vivant, la faune et la flore. On est sur un modèle associatif sur lequel on a beaucoup de questions, notamment à ce niveau-là, au niveau de la structure, de comment permettre une gouvernance fluide, comme vous disiez. Donc c'est vrai que moi, en plus, en parallèle, j'ai un projet professionnel où je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je voulais vous remercier parce que c'est génial. On a vraiment une coopération, nous, avec d'autres associations qui existent, surtout au Pays Basque. Et du coup, ça me permet déjà de retranscrire tout ce qui a été dit, de réfléchir, d'envisager peut-être la création, la transformation de l'association. Et on a un accompagnement là avec le Tuba Essai, voilà, donc qui prend la parole cet après-midi. Oui.
Et c'est vrai que c'est génial, quoi. C'est génial parce que je vous rejoins, hein, plusieurs, on est plus forts et on va structurer tout ça. Et c'est génial. Voilà. Sûrement que je ferai appel voilà, je vous poserai un peu plus de questions avec du recul et voilà, pour réussir à faire quelque chose de bien ensemble. Bon, nous travaillons très bien avec Mathilde et Maud du Tube à essai. Et effectivement, leur rôle, c'est d'accompagner à faire en sorte que votre modèle économique et l'esprit coopératif se développent. Notre rôle sera après. Et donc, effectivement, continuer à travailler avec Maud ou Mathilde pour effectivement qui feront le lien avec nous. Hein. On est voisins, oui. Sachez-le, on est voisins. Super, oui, parce qu'on a un énorme projet là qu'on a présenté au budget 64 participatif. C'est le Récup Truck 64. Voilà, un projet, je vous invite à aller voir, le consulter, puisque voilà, c'est soumis à vote et on espère pouvoir obtenir ce budget ou par un autre moyen. De toute façon, ça ne nous arrêtera pas. Mais voilà, on a des beaux projets, mais qui sont très importants, avec beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs. Et donc, pour faire les choses bien, il y a du boulot, quoi. Voilà. Ce budget participatif, Sarah, c'est bien d'en parler, effectivement, parce que nous-mêmes, nous candidatons également, puisque nous avons un projet de permaculture à la maison de l'ESS. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas la maison de l'économie sociale et solidaire que vous voyez un petit peu derrière moi, c'est un lieu qui a vocation à promouvoir l'économie sociale et solidaire sur un large public, mais qui a également l'un de nos axes, c'est également avec Mathilde, de recevoir un petit peu les acteurs et de les aider, tout au moins de les diriger vers les bonnes structures, parce que très souvent on se rend compte qu'on n'a pas forcément connaissance de tout ce qui existe. Et la troisième chose qui nous porte vraiment, c'est aussi de créer un observatoire pour que chacun, quel qu'il soit, que ce soit les collectivités, les politiques, les acteurs, les citoyens, puissent se dire, tiens, il y a les génivores, qu'est-ce qu'ils font, et qu'on puisse très rapidement… Voilà. Et donc, ce budget participatif, on va essayer de communiquer le plus possible, que chacun puisse voter sur toutes ces magnifiques initiatives qu'il y a. Alors, votez pour Sarah dans son canton et votez pour nous dans notre canton. Allez, un peu de pub. Mais vous voyez, derrière moi, en fait, nous sommes à Cambo, à Chistaberry. Et là, il y a un jardin expérimental. C'est un petit peu c'est le premier QG des génivores. Donc, c'est… Bravo. C'est top que, voilà. On viendra vous voir, puis en plus, Cambo, c'est magnifique. Là, j'avoue que la vue, on a vous voyez, des aigles au-dessus. Donc, je vous avoue que c'est le temps idéal. Mais voilà. Parfait. Eh ben, on prendra rendez-vous pour que vous veniez nous faire une petite conférence des génivores à la maison de l'économie sociale et solidaire. Tous les premiers mardis du mois, on fera mardi de l'ESS et on sera ravis d'accueillir des projets comme ça, de les mettre en avant et de leur donner un peu d'éclairage. Merci. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant que nous clôturions? Non, pas d'intervention. Bonjour Sophie, juste pour vous remercier. Je crois que Jean-Hugues a eu l'occasion de discuter avec une de mes acolytes, Myriam, hier ou avant-hier au téléphone et qui était là hier soir. Moi, j'ai pas pu venir. Et on est 3 en fait à réfléchir sur un projet justement de scope. Donc, merci pour tous ces éléments et je crois qu'on a encore des petits rendez-vous prévus avec Jean-Hugues pour avancer. Donc, c'est intéressant de se sentir soutenu parce que souvent, quand on entreprend comme ça, on se sent assez perdu, seul. On essaie de tirer la pelote de laine par plein d'endroits différents et on a l'impression d'être un peu en bras coulés parfois, encore plus avec le Covid en ce moment. Donc ça fait plaisir de voir ce que vous organisez aussi à la maison de l'ESS, ça nous permet de créer du réseau et puis de pouvoir partager des questions, des interrogations ensemble. Donc, je pense qu'on aura sûrement l'occasion de se recroiser. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Quel projet, enfin, sans le dévoiler, dans quel axe le projet? Sur de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale. Voilà. D'accord, super. Super. On voudrait bien que
On voudrait bien que ce E de l'environnement s'adosse à l'ESS, que ça soit le SSE. Ah Et alors, bah oui, oui, oui. Pour moi, ce sont deux choses qui sont étroitement liées, hein. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, voilà. tout à fait. Et alors nous, juste parce que nous ne sommes pas nombreux, que nous sommes entre nous et que personne ne le répétera, et Mathilde sera là pour m'y aider. Notre maison s'appelle la maison de l'ESS, qui fait messe, comme tout le monde l'a vu. Et donc, on veut y ajouter le I de l'initiative et le E de l'environnement, ce C'est qui bon fera ça. Messi. Il n'y a pas de raison, il faut enclencher cette… Voilà, enfin ça, c'était le trait d'humour de la fin de matinée. Eh ben, écoutez, nous la SCOP, ou je sais pas, voilà, en tout cas, le nom sera à l'unisson, donc ça n'a rien de catho non plus, mais on peut faire sûrement quelque chose ensemble, je pense. Super, super, avec plaisir, avec plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Non? Je vais faire comme vous savez, je ne sais plus, dans les salles des ventes. 1, 2, 3, adjugé. Merci à tous, surtout. Merci Jean-Eudes de ton exposé vraiment d'une clarté incroyable. Merci beaucoup. Et à tous, merci et à très bientôt, je l'espère, sur les conférences qui continuent jusqu'à la fin de la semaine prochaine où Mathilde nous proposera toute la semaine prochaine de superbes initiatives sur le réemploi et la gestion des déchets. Donc, je vous invite véritablement à suivre tout ça. Et nous, sur toute la semaine, nous avons de très, très belles prestations et en particulier l'une qui n'apparaît pas dans notre premier programme mais qui a été ajoutée, c'est vendredi matin, le Col qui viendra nous présenter un projet tout à fait atypique qu'il mène actuellement dans une autre région, mais ce n'est pas grave, ils viendront nous en parler et je pense que ça peut être très intéressant.